Je vais commencer. Je vous remercie à tous pour ce rendez-vous ce matin, de votre présence sur les Émirats arabes unis et sur les possibilités de faire du business dans cette région du monde qui aujourd'hui a un très fort potentiel. Alors, l'APEX est ravi de vous recevoir. En quelques mots, pour ceux qui nous connaissent déjà et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, l'APEX, c'est le club business des entrepreneurs de l'international qui regroupe à peu près 150 entreprises, 150 partenaires. Et nous faisons du business dans des activités toutes aussi diverses et dans le monde entier. Pas beaucoup en Afrique, beaucoup dans que ce soit les États-Unis ou la partie asiatique, mais nous laissons Africa Link, je pense, une vraie spécialité sur ce type de business-là. Comme je disais tout à l'heure, l'Émirat arabe unis, c'est vraiment une vraie demande aujourd'hui qu'ont beaucoup d'entreprises de l'international. Et nous avons aussi beaucoup de demandes de ce pays-là vers nos entreprises. Forcément, la France, je le dis souvent, la France se vend bien. C'est un vrai vecteur de marge et de chiffre d'affaires. Donc, il faut s'intéresser à ces pays-là. Nous avons la chance à l'APEX de nous entourer de partenaires ciblés. Et donc, nous avons signé un partenariat avec l'OSCI, qui sont les opérateurs spécialisés du commerce international. C'est la Fédération nationale des entrepreneurs du commerce international. Ça représente aussi à peu près 150 entreprises d'accompagnement à l'export, plus de 2000 sociétés de négoce qui contribuent le plus à construire ce business. On a parmi nous Anne Martel-Raison, qui est la déléguée régionale sud de l'OSCI. Aujourd'hui, pour parler un tout petit peu des Émirats arabes unis, on parle beaucoup de leurs hôtels, on parle beaucoup du tourisme, mais il n'y a pas que. Il y a des grands événements qui se font en ce moment dans ce pays-là ou qui sont programmés dans les prochaines années dans ces pays-là. La France est un pays très porteur. Le Made in France, c'est vraiment le vrai tampon pour aller vendre là-bas. Et donc aujourd'hui, Anne Martel-Raison, au travers de sa société, va nous présenter un petit peu les possibilités. Alors, Anne Martel-Raison avec Christelle Maffre, qui sont toutes les deux, qui représentent aujourd'hui toutes les deux des entreprises de l'OSCI, mais qui ont chacune leur entreprise, vont un petit peu vous faire le parcours des produits qui sont intéressants en Émirats arabes unis, mais aussi les contraintes, les avantages, les barrières, la possibilité de trouver des financements, comment être un levier de croissance dans ces pays-là, comment négocier dans ces pays-là. Forcément, elles ont des appuis dans ces pays, elles représentent aussi des bureaux dans ces pays, donc elles sauront vous aider, vous guider. Et nous aurons aussi le témoignage de Pierre Puyas, qui est directeur général de Prodef, qu'on connaît plus sous le nom dans le sud de la Compagnie du Midi, qu'on connaît très bien à l'APEX, et Julien Allard de PBO, ces petites peintures qu'on ne présente plus, mais qui font bien d'autres choses. Je vais leur laisser la parole parce que vraiment, 1 heure, c'est très, très short pour présenter la totalité d'un pays. Donc, je ne vais pas m'étaler. Juste un petit point, vos micros sont coupés. Vous pouvez, pendant toute l'interview, poser des questions dans la discussion en bas. Sinon, à la fin des témoignages, vous pouvez poser des questions en direct aux invités ce matin. Je vous remercie beaucoup et à tout à l'heure. Toi, Anna, qui oui, projette. tout à fait. On est d'accord. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Anne Martel-Raison, je dirige la société EOC International et je suis ravie d'intervenir pour la première fois à l'APEX avec ma collègue Christelle Maffre qui représente la société OCO. On est effectivement toutes les deux membres de l'OSCI, notre fédération, et nous sommes très impliqués, évidemment, tant dans la fédération que dans nos entreprises. Alors, on va essayer vraiment de vous donner une overview rapide avec quelques chiffres, mais sans vous assommer non plus sur cette zone-là du monde. Il faut que vous sachiez que ce soit aussi bien Christelle avec OCO que moi avec EOC International. Pardon. Nous avons un bureau local avec des locaux qui sont justement
là pour accompagner sur le terrain commercialement nos clients. Tu peux y aller, Anna? Alors, vas-y. Alors, sur cette partie du monde, on recible effectivement de quoi on parle quand on parle effectivement du Moyen-Orient, des Émirats et des pays du Golfe. Anna, vas-y. Ce qui est important d'avoir en tête sur cette zone-là, c'est qu'effectivement, on n'est pas… Souvent, on parle de Dubaï, finalement. Et en fait, c'est évidemment beaucoup plus que ça. Donc, vous avez l'accord qui date, je crois, des années 80 entre les pays du Golfe, que sont effectivement les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït et Oman. Donc, effectivement, là, ça fait à peu près un peu moins de 50 millions d'habitants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ de cette zone-là, on peut faire du business et on couvre généralement des pays comme l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban, parce que souvent on met l'Égypte dans les pays d'Afrique du Nord, etc. En fait, ils sont beaucoup plus reliés aux pays du Golfe qu'aux pays d'Afrique du Nord. Donc toute cette population, quand on fait du business là-bas, finalement, ça fait un peu moins de 220 millions de consommateurs dans toute cette zone-là. Vas-y, Anna. Une particularité très intéressante sur cette zone, c'est qu'en fait, il n'y a pas une population arabe à destination. On est sur presque la moitié de la population qui sont des étrangers. Alors, qui sont des étrangers des autres pays du Golfe, mais aussi des pays voisins. Enfin, on est sur une population diversifiée énorme, avec 90% de la population qui sont des étrangers et 48% qui sont des pays qui viennent d'autres pays du Golfe. Donc, en fait, on ne peut pas s'adresser aux Émirats à un type de population très spécifique voilà, parce qu'en fait, il va falloir s'adapter à différents types de cultures quand on va faire du business là-bas. Et c'est un point assez fondamental parce que, en fait, voilà, il faut savoir qu'on va avoir affaire à des Indiens, on va avoir affaire à des Jordaniens, des Libanais. Voilà, il va falloir s'adapter en termes de culture et de façon de faire des affaires. Donc, ça, c'est très important. Vas-y, Anna. Alors, les secteurs porteurs, on a mis des étoiles sur ce qui était vraiment les secteurs les plus porteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans cette zone-là, il y a une volonté de tous les pays de passer à une période post-pétrole et de faire de l'excellence dans certains secteurs, et ils investissent énormément. Donc, que ce soit dans les secteurs de la défense, dans tout ce qui est industrie, transport et mobilité, environnement, énergie, où on a évidemment beaucoup de choses à proposer, nous, en tant que Français, tout ce qui est électronique, les équipements, tout ce qui est santé, pharmacie, cosmétique, agroalimentaire, de plus en plus. Nous, d'ailleurs, on commence à partir de l'année prochaine, pour 3 ans, un programme de promotion des pays alimentaires transformés, où on va faire la promotion sur ce marché-là sur les 3 prochaines années. Tout ce qui est télécom et intelligence artificielle. Donc, bon, évidemment, il y a d'autres secteurs qui peuvent être porteurs, mais là, on vous a vraiment mis en highlight les secteurs les plus porteurs sur lesquels il y a vraiment un potentiel pour vos entreprises. Parce que je dirais, les pays, les marchés investissent pour passer aussi sur une période post-pétrole. Anna, vas-y. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Vas-y, bien sûr, bien sûr. Cette partie-là, pardon, parce qu'on est à deux. Bonjour à tous, je suis Christelle Mav, donc de la société OCO Global.
Donc, nous avons une équipe, comme expliquait Nathalie là-bas. Je souhaitais souligner en fait que les pays du GCC, avaient mis en place des stratégies économiques. Et effectivement, les secteurs qui ont été mis je dirais, plus en première ligne, je dirais pas Anne aujourd'hui, sont toutes dans les stratégies économiques de l'Arabie Saoudite, de l'Oman, du Qatar. Ils ont tous des documents qui s'appellent la Vision 2030 pour l'Arabie Saoudite. Pour le Qatar, c'est pareil, pour Bahreïn, Koweït et les Émirats. Donc, essayez effectivement de aussi, si vous êtes dans un de ces secteurs porteurs qui sont affichés dans la stratégie économique de ces pays, de regarder comment pouvoir s'impliquer aussi dans la stratégie économique, le plan stratégique du pays donné, effectivement aussi, dont les Émirats arabes unis ici. Merci. Non, c'est important parce qu'effectivement, ils ont une vision long terme hein, des investissements. Donc, on est à peu près à 40 000 US dollars de PIB par habitant, ce qui est bien en 2019. Une croissance attendue pour 2021 de plus de 3 points. Et voilà, ce qu'on va vous mettre un petit peu en avant, les avantages et inconvénients des Émirats. Gros avantage, c'est que c'est un hub régional très important, hein, que ce soit au niveau de l'aéroport, de tout ce qui est trafic logistique, mais aussi de business au départ des Émirats. C'est forcément l'économie la plus diversifiée des pays du Golfe, qui sont encore, pour certains, très liés à l'industrie du pétrole. Il y a une stabilité financière et une importance évidemment des actifs financiers d'Abu Dhabi. Les inconvénients, c'est que c'est encore hein, le pétrole qui pèse, parce que le faible prix du pétrole aujourd'hui pèse un peu sur la performance évidemment de la croissance. Les prévisions, évidemment, même s'ils mettent, comme disait Christelle, beaucoup d'efforts et beaucoup de programmes en place et une stratégie très dirigiste pour passer à la période post-pétrole, on a quand même du mal à avoir une précision et des prévisions sur l'avenir de tout ce que ça veut dire en activité non pétrolière. La dette croissante, évidemment, puisque les recettes fiscales dépendent essentiellement des hydrocarbures. Bon, comme tout le monde, ils ont une réduction, un déficit des recettes touristiques dues au Covid. Et bon, il faut savoir évidemment que dans la région, il peut y avoir des tensions avec les pays voisins qu'on connaît tous et qui peut être un peu déstabilisant, comme on l'a vu avec le Qatar ou autre. Mais voilà, c'est pas par période, mais c'est pas une des régions du monde les plus calmes, on va dire, en termes de géopolitique. Anna ? Là, sur la partie, vas-y, la partie export et réglementation, c'est Christelle qui va vous montrer un petit peu. Alors, je reprends le relais. Donc, au départ, effectivement, on voulait vous faire une présentation qui était assez succincte et pas forcément rentrer dans tous les cas précis. Donc, en termes d'exportation et réglementation, et je pense que les témoignages seront plus importants peut-être que ce que Anne et moi-même allons dire. Donc, je voulais juste vous dire qu'en termes de réglementation, effectivement, il y a 7 Émirats. Donc, il n'y a pas forcément 7 réglementations, mais il y a quand même des réglementations qui s'appliquent à certains Émirats et pas à d'autres. Pour moi, le site que je vous ai référencé ici, qui est Emirate Authority for Standardization and Metrology, c'est vraiment le site qui vous permettra effectivement d'identifier si vous êtes dans les drones, si vous êtes dans le food, si vous êtes dans le green, l'énergie, d'aller voir effectivement quelles sont les réglementations qui sont requises pour votre secteur et votre catégorie de produits. Et donc, effectivement, j'ai pris un exemple aujourd'hui, en tout cas, en vous expliquant que les sociétés qui étaient dans l'agroalimentaire, puisque je pense qu'il y en a certaines, donc il faudra que vous ayez plusieurs certifications. La certification déjà halal product, donc vous allez devoir identifier cette partie-là. Vous devez aussi faire attention parce que si dans vos ingrédients, vous avez du sucre, il peut y avoir certains produits qui sont limités ou qui sont interdits. Et donc, effectivement, en fonction des ingrédients que vous allez avoir dans votre produit, vous allez devoir payer des taxes en fonction du pourcentage de ce produit ou de cet ingrédient dans votre produit. Donc, c'est vrai qu'il va falloir vraiment regarder en amont et une préparation est essentielle.
Et la chose que je voudrais, mais là, elle a été aussi, c'est vraiment effectivement que votre partenaire local va être primordial. C'est vraiment la personne qui va être avec vous en binôme et vous n'avez pas forcément de choix en partant dans cette zone du monde de ne pas avoir un partenaire local. Il faut savoir effectivement aussi que tout ce qui est packaging, étiquetage, donc adapter son produit au marché, vous allez devoir vous aussi préparer votre produit. Donc, le partenaire local est souvent d'une bonne aide. On recommande, nous, chez OCO Global, en fait, de préparer des stickers, c'est-à-dire des étiquettes qui vont être en langue arabe et si possible en arabe et en anglais pour les produits, effectivement. Et puis, effectivement, être sûr que vous êtes en pleine adéquation avec ce qui est demandé en termes de réglementation sur vos produits. Donc, je vous laisserai aller visionner le site internet donc, de cette autorité des Émirats pour être sûr que votre produit, vous suivez la bonne réglementation pour le mettre sur le marché et pouvoir pénétrer. Ensuite, effectivement, je parle de la distribution et de la réglementation. Le partenaire local est vraiment obligatoire. Sachez que, alors je pense que j'ai une slide sur les partenaires, mais il est un petit peu plus loin, donc je vais y aller tout de suite. Alors, je vais vous en parler un petit peu après. Alors, je vais attendre un petit peu pour le partenaire local, excusez-moi. Donc, je voulais aussi signaler que depuis 2018 uniquement, les Émirats ont mis en place la TVA qui s'applique sur la plupart des biens et des services. C'est en fait un tournant pour le pays qui a longtemps vécu sans taxe. Et, donc, par rapport à tout ce qu'il y avait dans le pétrole, la TVA en fait est fixée à 5%. Et elle permet au pays en fait de diversifier ses flux de revenus et surtout sa dépendance au pétrole effectivement qui s'appliquait. Il y a effectivement des lois qui s'appliquent par rapport aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur ou inférieur à une certaine somme. Donc, pareil là-dessus. Je pense que je voulais vous donner quelques tips, mais je pense que des spécialistes, effectivement, qui accompagnent les cabinets de comptables pourront effectivement vous accompagner. Nous, au CO, nous avons un réseau là-bas aussi. Mais voilà, je voulais vous signaler ces deux choses, c'est cette réglementation et le taux de TVA qui pourrait s'appliquer. La prochaine. Next aussi, merci. La prochaine. C'est pour Anne, je crois, c'est toi. Les choses qui sont à faire ou pas à faire. Forcément, ce n'est pas exhaustif, mais c'est des aspects culturels, non verbal et verbal. Quand vous allez arriver pour faire du business et rencontrer vos futurs partenaires locaux, c'est des pays avec une sensibilité un peu comme chez nous, très méditerranéenne. Donc, évidemment, on fait attention à la façon dont on dit bonjour, la façon dont on dit au revoir, la façon dont on se présente, la façon dont on serre la main, c'est-à-dire qu'on serre la main pas trop fermement, mais on reste assez longtemps en touchant le bras, enfin, vous voyez, de manière un peu méditerranéenne. Et il faut faire attention à ça, de ne pas être trop en distance. Alors bon, je ne sais pas trop comment ça se passe avec le Covid là au moment où on parle, mais ça va être, voilà, il faut vraiment être dans le, je dirais, presque contact physique. Les hommes se font la bise, hein, comme chez nous, quand ils se connaissent un peu. Donc ça, c'est important à savoir. Quand on est quand on est un homme et qu'on rencontre une femme locale, c'est elle qui donne le là, de savoir comment vous l'approchez, si elle vous tend la main, si elle vous fait la bise, si elle fait, voilà, c'est elle qui va donner la règle du jeu. Les échanges, évidemment, se font par mail, mais il faut plutôt privilégier WhatsApp, hein, parce que ça fait partie des pays où il faut que ça aille vite, vous posez une question, vous répondez vite, et pas, on n'attend pas 3 jours pour envoyer une réponse par mail, etc. Donc là, c'est beaucoup par WhatsApp. Et comme dans beaucoup de pays, le réseau d'affaires, le réseau un peu politique aussi, enfin tout ce qui est relationnel à destination est quelque chose de très important. Tout ce qui est hiérarchie, enfin c'est forcément un pays assez, et les entreprises, il y a une hiérarchie qui est à respecter, c'est assez hiérarchisé. Les locaux ont une attitude un peu paternaliste avec leurs employés. Je reprends ce que disait Christelle, je dirais les projets à long terme, l'engagement que vous allez avoir avec votre partenaire, votre importateur et partenaire sur place est vraiment clé. C'est-à-dire que
Et c'est en ça où c'est super important quand vous commencez à travailler et que vous devez sélectionner et vous engager avec un partenaire d'être très vigilant sur cette période-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas signer avec le premier venu qui vous fait les yeux doux. Vous allez vraiment vérifier qui il est, vérifier ce qu'il peut vous apporter, vérifier, enfin, voilà, il y a quand même, je dirais, il faut vraiment être sûr avant de signer un accord de distribution, être sûr que vous voulez travailler avec lui, parce que de là, après, si c'est le bon partenaire, il va vraiment falloir investir dans la relation et travailler sur des plans à moyen long terme avec lui et vraiment s'engager pour gérer, développer le business avec lui. Donc, d'où l'importance de la préparation, de la phase de préparation amont avant de s'engager. Je compléterai, Anne, si tu me permets. Alors, Ouais, je dirais wasta, comme disent mes collègues au Moyen-Orient. Ils me disent que c'est un proverbe arabe, en fait, qui dit si t'es pas là, t'es pas là. Donc, en gros, il faut être présent et ça veut dire que les réseaux sont hyper importants. Je pense que, et j'ai vu Denis qui commentait sur WhatsApp, oui, WhatsApp, c'est super. Je pense qu'effectivement, si on nous invite à boire un café à 8 heures du mat sur WhatsApp, à 8 heures, il faut y être aussi. Donc, ils sont assez aussi dans la culture où ça peut se passer. Les Français, on est déjà comme ça, on fait du business aussi en dehors des bureaux, mais je pense que là-bas, c'est vraiment quelque chose où si on nous invite à 8 heures du matin, il faut y aller boire un café. Ça peut être fait moins informellement en plus qu'en France. Et je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux sont importants, WhatsApp. Et puis, si quelqu'un vous dit, allez, à vendredi, hein, donc là, franchement, comprenez la culture locale parce que vendredi, c'est le week-end chez eux. Et ça, on l'a déjà eu, nous, avec des entreprises européennes qui ont demandé des rendez-vous un vendredi aux Émirats. Et là, on leur a dit, ben là, je crois qu'il y a un petit problème culturel, c'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi la culture. Et je pense que quand on a compris la culture, quand on a compris le fonctionnement des Émiratis, on peut comprendre effectivement, tout se passera bien. Ça va bien se passer quand on choisit les bonnes personnes. Et je pense que c'est un pays qui va amener beaucoup d'opportunités pour les entreprises françaises aujourd'hui, de mon point de vue. Pardon, Anne, je voulais compléter. Non, pas du tout, t'as bien fait. Bon, sauver la face, il ne faut pas créer de situations embarrassantes, de mettre en boîte ou de faire du troisième degré, etc. Enfin, voilà, ça c'est un peu souvent comme ça dans les affaires de toute façon. Après, dans les négociations, dans les désaccords, encore une fois, on est dans une culture méditerranéenne, hein, donc il ne faut pas avoir peur de monter le ton, voilà, c'est pas grave, on passe à autre chose après, et puis voilà, il peut y avoir des négociations un peu agitées, on va dire. Voilà, ça. Ouais, je reviens dessus. C'est toi qui reviens dessus. On en a un peu parlé, mais comme je pense que Pierre et Julien vont en parler aussi, je pense que le partenaire local, c'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Il faut être sûr, effectivement, quand vous avez fait, comme expliqué Anne, vous avez identifié les partenaires et donc, effectivement, se faire accompagner dans cette phase est très importante parce qu'il faut faire une due diligence. Elle est vraiment complexe, elle est essentielle. Il faut vraiment comprendre quelqu'un qui a une connaissance des Émirats arabes unis ou potentiellement quelqu'un qui est déjà sur place pour le faire. Il faut le connaître. Son partenaire, il peut vous présenter en disant, OK, je vais vendre dans tous les pays, dans tous les Émirats, les 7, je vais vendre dans tous les pays du GCC. En fait, on peut avoir quelqu'un qui ouvre tout. Mais en fait, il va falloir vraiment regarder si cette personne est capable et en aptitude de le faire. Puisqu'effectivement, vous allez peut-être pouvoir avoir une personne qui ne va pas pouvoir couvrir votre produit à Ras Al Khaimah, où vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va pouvoir couvrir votre produit dans une zone où vous avez vraiment besoin d'être présent et que vous souhaitez distribuer. Donc, il faut faire vraiment très attention il faut aller le rencontrer. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt en virtuel, mais ça va revenir. Il faut voir avec qui il travaille déjà, sa capacité de promouvoir vos produits, quels sont les actionnaires de la société, comprendre vraiment et vraiment identifier cette partie-là. De notre côté, on fait, mais ça, c'est pas uniquement aux Émirats, faites attention aux contrats d'exclusivité. Il y a des gens qui vont facilement vous dire, ben voilà, on va signer l'exclusivité et on verra après. En fait, une fois que vous avez signé cette exclusivité, c'est assez difficile enfin juridiquement en tout cas. Donc, il faut vraiment que votre contrat de représentation puisse être fait avec une assistance juridique, avec des professionnels effectivement qui vous accompagneront pour signer cet accord de partenariat, enfin de distribution. Il faut aussi que vous compreniez effectivement la façon dont votre partenaire travaille, hein, et effectivement chaque
il peut y avoir des distributeurs, et c'est pour ça que je vous dis l'exclusivité, vous allez pouvoir avoir 2 ou 3 distributeurs en fonction des zones et dans les zones dans lesquelles vous souhaitez distribuer. Et je pense que là-dessus, je compte sur les 2 témoignages, puisque eux l'ont vécu. Et je pense que ça sera plus parlant, effectivement, que d'expliquer ce qu'on peut vous montrer avec Anne tout de suite. Next, pardon, la suite, s'il te plaît, merci, la prochaine. Là, on voulait en fait avec Anne vous mettre un petit peu en avant certaines opportunités. Vous savez que l'Expo 2020, qui effectivement s'appellera peut-être toujours 2020, mais en mettant en 2021, qui commencera en octobre. La prochaine, s'il te plaît, Anna. On voulait vous montrer effectivement des opportunités qui pouvaient avoir lieu là-bas. Donc, sachez effectivement que l'Expo, elle a été impactée par le Covid, donc repoussée au 1er octobre. Ce sera la première Expo universelle organisée dans cette région du monde. Elle aura une durée de 6 mois et elle a axé sur 3 principales thématiques qui sont les opportunités, la mobilité et le développement durable. C'est un projet 100% écologique et apparemment, d'après les dernières statistiques du gouvernement de Dubaï, elle attend plus de 25 millions de visiteurs dans les prochains mois à partir d'octobre, en espérant que la situation effectivement les aide. Dans le cadre de cette opération, effectivement, il y a 2 possibilités. Anne va vous parler effectivement d'une possibilité d'accompagnement et de l'autre côté, moi, je vous parlerai ensuite de OCO aussi peut vous accompagner sur cette partie pendant l'expo, mais je parlerai plutôt de après l'expo, ce que le gouvernement de Dubaï a décidé de faire avec le site de l'expo universelle. Anne, si tu veux expliquer ta partie. Oui, en fait, avec notre partenaire local, si vous voulez, on profite de l'expo pour organiser des missions B2B autour de cet événement-là. Et sur la majorité des salons qui vont être organisés, il y a des pavillons France organisés avec Business France et on a voulu, je dirais, en complémentarité avec Business France, organiser des missions très B2B orientées développement commercial. Donc, il y aura du 3 au 6 octobre une mission d'entreprise sur le domaine de la cosmétique, avec la participation de Cosmétique Valley. Donc ça, les inscriptions sont en cours, mais si vous voulez, le contenu de la prestation et de ces missions, c'est vraiment rendez-vous B2B, visite du salon en question, visite de l'expo et réseau, rencontre un peu informelle avec des partenaires ou des gens qui font le marché, si vous voulez, sur place. Donc, il y a une première mission au mois d'octobre sur la cosmétique, une deuxième au mois de novembre sur tout ce qui est lumière avec le cluster lumière et tout ce qui est, vous voyez, éclairage dans la ville, etc. Une mission début décembre multisectorielle, une mission au mois de janvier sur le domaine de la santé, une autre en agro au mois de février, au mois de mars 2022 autour de l'énergie et tout ce qui est technologie environnementale. Et puis au mois de mars de l'année prochaine, c'est pour le Journée de la femme, mise en avant, si vous voulez, de tout ce qui est femmes dirigeantes. Donc on a, si vous voulez, cette possibilité de vous accompagner sur quelques jours en rendez-vous B2B, vraiment très focus développement business, tout en découvrant l'expo et les salons de votre secteur. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Next, s'il te plaît, Anna. Donc là, je voulais vous montrer effectivement le site de l'expo. Donc le site de l'expo, en fait, le gouvernement de Dubaï l'a appelé aujourd'hui District 2020. C'est un projet en fait qui a été dédié, donc c'est-à-dire que faire de l'expo après. Et aujourd'hui, vous avez un projet d'implantation à Dubaï. Donc, sachez qu'OCO Global est le partenaire officiel du gouvernement de Dubaï pour accompagner les entreprises étrangères qui souhaiteront s'installer à partir d'octobre 2022 sur le site de l'Expo universelle. Les sites de l'Expo universelle, c'est un écosystème qui va être conservé, vous le voyez tel qu'il est. Vous allez voir un petit peu vers la zone blanche, il y a marqué Dubai Exhibition Center. Voilà, Anna, un petit peu vers le carré. Ça, c'est la zone, effectivement, où si vous alliez à Rabhel, si vous alliez à des salons d'agroalimentaire, de salons, tous les salons auront lieu sur le site de l'Expo à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment reconvertir cette partie de Dubaï en centre d'affaires résidentiel. Donc, vous allez avoir effectivement une transition qui va se passer d'avril à octobre. Et effectivement, vous allez avoir 55 bâtiments qui vont être prêts à accueillir des entreprises. Vous allez avoir une nouvelle population qui va arriver puisqu'ils considèrent qu'il y a 145 000 personnes qui vont pouvoir vivre au niveau de 700 résidences qui sont construites et qui vont être remises
qui vont être réadaptés en résidentiel. Tout est équipé de Smart Mobility. Vous avez 4 km de rack de véhicules autonomes. Vous avez 3000 chambres d'hôtel qui seront disponibles. C'est un projet, effectivement, où Dubaï se projette déjà sur l'après-Expo universelle. Aujourd'hui, nous avons des sociétés confirmées chez Dubaï, c'est-à-dire que Siemens, Terminus Group, Merckx et Atlas Capital sont déjà confirmés à s'implanter sur cette zone. Donc, ils se relocaliseront sur cette zone-là. L'héritage en fait, de l'Expo, c'est la croissance pour Dubaï au niveau de la tech. Ils vont privilégier les secteurs de l'éducation, de la logistique, de la smart mobility, de la santé, du medtech, tout ce qui est lié effectivement à l'intelligence artificielle. Donc vraiment, ils veulent conserver cet écosystème et ils veulent en profiter pour devenir vraiment tech et attirer des nouvelles entreprises sur le site de l'Expo universelle. Et je pense que si vous avez des projets d'implantation et que cette partie-là vous intéresse, effectivement, OCO pourra vous accompagner sur cette transition. Voilà. Next, s'il te plaît. Et pour terminer effectivement notre présentation, alors il y a effectivement les services de Anne ou les services d'OCO qui peuvent vous accompagner dans la partie OK, je m'exporte, je trouve un distributeur local, je gère les opportunités de marché, je peux me positionner sur le marché. Ensuite, vous avez du business et vous avez besoin effectivement de vous installer, de vous implanter à Dubaï. Une façon dont vous pouvez le faire, c'est ce que nous offrons à OCO en tout cas, et je pense qu'il y a des CCI, je pense qu'à Abu Dhabi, il y en a une, mais elle est sur la partie offshore, qui permet effectivement de vous faciliter une implantation locale. Sur la partie de soft landing de ce qu'on offre à OCO Global, c'est à Dubaï. Sachez qu'on est onshore, c'est-à-dire que si vous voulez travailler avec les gouvernements, les Émiratis, vous pouvez parce que vous êtes onshore. Si vous êtes dans un centre d'affaires qui est offshore, vous ne pourrez pas dealer avec le gouvernement local. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération. Sachez que dans le cadre de cet accompagnement, c'est donc, on dirait, une petite incubation, c'est-à-dire que ça va être des prix au trimestre. Vous allez pouvoir signer sur des contrats annuels. Vous ne vous engagez pas énormément. Vous avez 100% du contrôle de la société. Aujourd'hui, notre partenaire local, alors je ne suis pas vraiment, mes noms arabes ne sont pas très forts, je suis désolée pour ceux qui… Majid Ben Sultan Al Khaizimi, c'est un membre de la famille Shaza, qui est effectivement notre partenaire local et qui soutient toutes les entreprises pour avoir le visa et le contrôle de la structure locale, le partenaire local. Il est donc en soutien avec OCO et soutenu par le gouvernement de Dubaï. Vous avez directement une adresse commerciale qui vous est donnée dans Haman Innovation Center. C'est un des nouveaux, c'est un Certified Incubator de Dubaï, donc avec tout ce qui est tech et tout. Vous voyez quelques photos des bureaux et du centre d'incubation à côté. Vous avez la possibilité d'avoir un visa de travail qui va avec ce soft landing. Vous avez la disponibilité d'avoir des salles de réunion à disposition quand vous devez faire vos business, vos meetings là-bas. Vous pouvez avoir le partage de notre réseau, c'est-à-dire qu'OCO va vous aider à développer avec des services un petit peu complémentaires. S'il y a des services plus poussés, effectivement, ça sera plus optionnel et des services payants, mais on vous ouvrira notre réseau, que ce soit un réseau de personnes locales, que ce soit des fiscalistes, des comptables, du marketing, que ce soit aussi des personnes qui pourront vous aider à la distribution, la présence sur le secteur, le recrutement. Toute cette partie-là peut être soutenue par notre équipe locale de 13 personnes. Pour votre information, ils sont 13, mais ils parlent 9 langues de travail différentes dans le monde du GCC. Donc, effectivement, ça peut aussi vous aider si vous devez aller en Arabie Saoudite, en Oman ou dans d'autres parties, ou en Jordanie aussi, pour nous qui est en dehors du GCC. Nous proposons aussi des locations de bureaux privatifs, donc ça, c'est optionnel. La durée du permis, effectivement, de ce soft landing peut être renouvelée pendant 4 ans, donc vous pouvez rester dans le programme pendant 5 ans. Et sachez qu'on a déposé une demande et ce soft landing peut être pris en charge dans le cadre d'une assurance prospection BPI France. Et ça, c'est important puisque si vous voulez vous démarrer aux Émirats, ça peut être prendre en charge de ce côté-là. Il faut compter à peu près annuellement un coût d'environ 20 000 € pour être présent pour toute cette partie-là annuellement. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu d'informations. Sachez qu'aussi, un visa aux Émirats coûte à peu près 1 300 €. Donc, ça peut aussi vous donner une information là-dessus. Et puis, au niveau des locaux, effectivement, on peut vous donner des informations par rapport aux options de bureaux partagés si vous souhaitez louer un bureau au sein d'OCO Global à Dubaï. Voilà. Et je finirai par ça, puisqu'ensuite, je pense que le plus important serait les témoignages pour moi. Et donc, je suis ravie de vous présenter donc, Pierre Boulas, donc, directeur de export donc, de la Société des compagnies du Midi, qui va effectivement vous présenter. Et ensuite, il y aura Julien Allard, Julien, Export Sales Manager de PBO. Et les deux vont vous présenter effectivement leurs témoignages. Et je pense que ce sera
la partie la plus intéressante de cet atelier. Merci à vous. Pierre. Bonjour à toutes et tous. Alors, pour la partie la plus intéressante, je ne sais pas. Hein. C'était très intéressant. Donc, merci beaucoup. Alors, moi, ça va être un simple témoignage. Donc, je n'ai pas la prétention de connaître parfaitement le marché des Émirats, mais je vais juste vous donner un retour d'expérience et après, vous en ferez ce que vous voudrez. Donc, nous, on est implanté aux Émirats depuis 2017 par la porte d'entrée la plus connue, c'est-à-dire Dubaï. Alors, on fabrique et commercialise des produits d'entretien et des produits cosmétiques. Donc, ça va du savon de Marseille qu'on fabrique à la savonnerie du Midi, hein, aux produits d'entretien comme le savon noir ou des produits biocides et également des produits d'essuyage comme des éponges végétales. Donc, on est à cheval sur la cosmétique et sur l'entretien, sur un positionnement mastige, c'est-à-dire que c'est du mass market mais premium. Et c'est là où on touche la première difficulté pour le marché des Émirats, c'est que on a un marché mass qui est très présent hein, aux Émirats avec toutes les marques mass market connues, un marché luxe également qui est très développé où il y a une demande assez forte. Et entre les deux, ce qu'on pourrait appeler le mastige, avec notamment tous les produits éco-responsables, les marchés bio. Ça c'est arrivé plus récemment, mais aujourd'hui, il y a une niche qui est en train de grossir. Alors, pour donner un exemple de point de vente, si vous allez à Dubaï, on est présent dans les chaînes de magasins grandioses. Donc, on pourrait qualifier de supermarché premium ou épicerie fine, voilà, pour la partie alimentaire et également pour la partie entretien cosmétique. Un des événements nous, qui rythme notre année export, c'est le Salon Beauty World Dubaï. Donc, on a deux grands événements, c'est Cosmoprof Hong Kong et Beauty World Dubaï, qui permet de rayonner sur le marché des Émirats, mais c'est beaucoup plus large, hein, comme j'ai pu voir dans les slides. On a l'Arabie Saoudite, on a l'Iran, on a beaucoup de Turcs également qui viennent au Beauty World, des pays asiatiques. Donc, c'est vraiment un hub, c'est déjà un hub aérien, hein, mais c'est un point central de rencontre pour faire du business. D'un point de vue clientèle, nous, alors ça a très bien été expliqué dans la présentation, c'est qu'il n'y a pas une typologie de clients sur les Émirats. La plupart sont des étrangers du monde entier. On croise très peu d'ailleurs de locaux, hormis quand on arrive à l'aéroport dans les fonctions officielles. Donc la clientèle est très très variée, avec quand même beaucoup d'Indiens, de Pakistanais et énormément d'expatriés. Il y a énormément de Français et d'Européens, d'Américains également. Et nous, on va dire sur notre typologie de produits, c'est nos clients principaux sur les Émirats. Ce qui fait que forcément la crise Covid oblige, il y a eu quelques retours d'expatriés en Europe et aux États-Unis. Donc, notre marché s'est effondré pendant un petit moment sur Dubaï principalement, parce qu'il y a pas mal d'expats qui ont quitté. Mais on s'attend quand même à un retour là. Il y a une flambée de l'immobilier également sur Dubaï post-Covid. Donc, un peu comme le reste du monde, il y a eu un petit choc. Alors, il y a le point que j'ai retenu moi dans la présentation en amont, c'est l'importance du partenaire. Alors, c'est vrai sur tous les marchés et c'est encore plus vrai sur les Émirats. Alors, nous, on a tâtonné, on n'y est pas allé, ça n'a pas été une réussite du premier coup. Alors, notre ressenti, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de boîtes européennes et de boîtes françaises qui veulent aller à Dubaï. Et aujourd'hui, les partenaires locaux sont prêts à prendre des marques, mais ils ne sont pas prêts forcément à s'investir en temps et en argent. C'est-à-dire, OK, on vous importe, on vous distribue, mais il va falloir mettre la main en portefeuille si vous voulez étendre le business. Ou alors, on m'a même demandé de fournir de la main-d'œuvre. Voilà. On est votre importateur-distributeur, mais vous nous fournissez un commercial pour développer vos produits. Donc, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Hein, c'est que la demande est pas forcément… elle est saturée. Hein, elle est saturée d'offres, alors que nous, on a vraiment envie d'y aller.
Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a on a mis en place un modèle un peu hybride avec plusieurs partenaires. Donc, on a un importateur distributeur officiel qui, à l'origine, c'était un Français expatrié sur Dubaï et qui, lui, au niveau qui connaît le produit, qui sait exactement où les placer, enfin, commercialement, il est top. Par contre, il va s'appuyer sur plusieurs partenaires locaux, justement parce que ça aussi, ça a été très bien dit. Il y a très peu de distributeurs qui couvrent tous les Émirats. Alors, ils le diront tous, oui, on est partout, mais c'est pas forcément vrai. Et donc, on va avoir un partenaire officiel qui va s'occuper des visas pour les produits. Donc, il y a des enregistrements produits à faire, mais qui sont très sommaires. Hein, de mémoire, c'est un certificat de vente libre, un certificat d'origine, la liste des ingrédients et les points barres. Si on compare par rapport à la Chine, par exemple, c'est très facile d'enregistrer ces produits pour les Émirats. Et le visa, alors sauf exception, est valable pour tous les pays des Émirats. Et donc, on a ce partenaire qui va importer les produits, qui, lui, a un partenaire logistique pour le stockage. Et après, on va avoir des sous-distributeurs locaux qui vont soit gérer sur les pharmacies, sur les magasins un peu premium, sur les spas. Et ce n'est pas forcément les mêmes distributeurs. Donc, il faut avoir en tête une cascade de marge un peu plus complexe qu'avec un seul importateur-distributeur qui va vendre directement dans les enseignes. Il va y avoir un peu plus d'intermédiaires. Et ça, ça se construit dans le temps, hein, sur le long terme. Après, d'un point de vue négociation business, c'est pas un marché très complexe. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est Marseillais, effectivement, il y a la culture méditerranéenne, mais ça se rapproche de ce qu'on connaît dans les affaires en France ou même en Europe. Hein. Je dirais même plus. C'est plus facile. Alors, j'ai rien contre les Allemands, hein, mais c'est plus facile de faire du business aux Émirats qu'en Allemagne, par exemple. Il y a une proximité et une chaleur humaine qui aide dans ce domaine. Alors, je lis mes notes en même temps pour voir ce que je pouvais vous dire. Effectivement, sur les stickers produits, alors je parle uniquement des produits que je connais et qui nous concernent, un produit d'entretien, un produit cosmétique. Alors nous, c'est notre importateur-distributeur qui met les stickers sur les produits directement sur le territoire. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que vous pouvez passer la douane sans avoir les stickers en amont, en arabe sur les produits. Par contre, pour retrouver vos produits en magasin, c'est obligatoire. Voilà. Mais je compare par exemple à la Russie où pour passer les produits en douane, il faut déjà qu'il y ait le cyrillique dessus. Donc là, c'est une contrainte en moins à l'export. Et après, alors ça, c'est mon expérience personnelle. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est général à Dubaï. Il y a les distributeurs et les acteurs sur le marché historique. Vous avez l'impression qu'ils étaient là il y a 50 ans, ils seront toujours là il y a 50 ans. Et à côté de ça, il y a pas mal de sociétés récentes qui arrivent, qui repartent, qui ferment rapidement. Ce qui fait que vous pouvez avoir un super départ sur un business, vous pensez que tout va bien, et puis 2 semaines après, on vous dit en fait, je pars de Dubaï, je vais sur un autre marché. Et votre business reste un peu en suspens, donc c'est un peu quelque chose à prévoir. Ça rejoint un contrat d'exclusivité, étant donné qu'on quand même 90%, je reprends le chiffre qui était dans la présentation, ne sont pas des locaux. Ça veut dire que potentiellement, ces 90%, ils peuvent partir ailleurs beaucoup plus facilement que si ils habitaient là en permanence et qu'ils avaient des attaches familiales fortes. Donc, il faut pouvoir avoir un plan B, sortir rapidement de son partenariat commercial pour pouvoir assurer la continuité. Voilà de mon côté ce que j'avais à dire sur Dubaï. Globalement, nous, on est très contents. C'est un marché, alors si on compare à nos différents marchés, c'est pas le marché le plus gros en termes de business, mais c'est un marché qui est plaisant. Et surtout, il y a 2 points, il y a 2 aspects. Il y a à la fois le chiffre d'affaires qu'on fait sur les Émirats, mais c'est aussi le rayonnement et la vitrine qu'on a en étant présent à Dubaï, parce que c'est à la fois un hub pour les salons, pour les rencontres business. C'est aussi une destination touristique qui est quand même assez prisée et qui a été encore plus pendant le Covid, parce que c'était une des seules destinations qui était ouverte. Donc, il y avait pas mal de touristes. Donc, il y a quand même beaucoup de raisons d'être présent sur le marché. Voilà. Merci Pierre, merci pour ce témoignage. Julien, Allard,
On va vous laisser du coup témoigner également. Et vous êtes Export Sales Manager pour PBO. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, bon, moi, je vais essayer de rajouter. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, très bien, ouais. Ok, super. Donc, moi, je vais essayer de rajouter ma pierre à l'édifice, parce que, effectivement, vous dites que notre partie, c'est la plus intéressante. Donc, il va falloir qu'on essaie de se montrer au niveau. Et bon, au final, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, je vais essayer d'en rajouter sans nous répéter. Donc, déjà, pour présenter rapidement PBO et ce que nous on fait. Donc, nous, on est une société familiale marseillaise spécialisée dans la peinture pour les artistes, enfin, pour tout ce qui est peinture de loisirs créatifs. Donc, ça va être autant de la peinture pour les artistes beaux-arts traditionnels, pour le loisir créatif, c'est-à-dire de décorer des petits objets de la décoration de la maison, jusqu'à l'enfance. C'est même peut-être par là qu'en France, on est les plus connus, puisque tout le monde dans les écoles ont un jour ou l'autre peint avec de la gouache au doigt, pour PBO. Et puis ça va être aussi des accessoires comme des pinceaux, des châssis, etc. Donc voilà ce que nous on fait. Donc on est surtout sur des produits qui sont considérés comme des fast moving consumer goods. Je ne me rappelle plus du mot en français, des biens de grande consommation. Voilà. Mais quand même, c'est quand même quelque chose de différent et de moins rapide et standardisé comme type de distribution que par exemple de l'alimentaire. On ne va pas se retrouver dans des supermarchés. Donc on ne rentre pas dans la catégorie traditionnelle des biens de grande consommation. Donc pour nous, la zone de Dubaï et plus largement les Émirats, c'est une zone historique qui est importante. C'est peut-être à l'export la deuxième zone qu'on a développée il y a plus d'une 50aine d'années. On a déjà commencé par le Maghreb. Ensuite, très rapidement, ça a été le Moyen-Orient qui a été important dans le développement de PBO. Et c'est une zone qui, encore aujourd'hui, est importante pour nous. C'est même une sorte pour tous les responsables export. C'est un peu la zone où on va faire nos premières armes et nos premières expériences à l'étranger. Donc, ça reste un tremplin de lancement pour nous dans la société. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, et vous l'avez bien dit, c'est une zone, Dubaï et toute la région, c'est une zone qui est très porteuse économiquement, puisqu'il y a énormément d'intérêt économique pour une entreprise française à s'implanter dans la zone, surtout à Dubaï. Ce qui distingue même Dubaï du reste des pays du Golfe, c'est quand même sa stabilité. Donc, Pierre l'évoquait, le Covid, ça a créé une certaine rupture dans le marché, c'est vrai. Nous, c'était exactement l'inverse. On est une entreprise qui a bénéficié du Covid. Donc, il peut y avoir quand même des trous d'air à Dubaï. Mais globalement, c'est une zone qui est assez stable par rapport à leurs voisins directs, comme par exemple le Qatar, qui sont beaucoup plus investis dans la géopolitique de la région, voire même un peu plus largement, et qui du coup subissent quand même les aléas géopolitiques. On l'a vu par exemple pendant l'embargo, pendant les tensions entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il y a eu un embargo qui a été assez dur quand même, qui a été mis en place sur le Qatar, et en tout cas nous, ça nous a beaucoup impacté, ça a beaucoup impacté nos affaires. À l'inverse de Dubaï, s'est toujours tenu un peu loin de tous ces conflits et de toutes ces querelles quasi familiales, qui du coup est beaucoup plus stable. Dubaï, c'est effectivement un point central, vous l'avez très justement dit, et c'est une vitrine pour le reste des pays du Golfe, puisqu'il y a énormément c'est un hub de transport, c'est un hub d'exposition, et c'est aussi un hub fiscal. C'est-à-dire il y a quand même beaucoup de clients du Moyen-Orient qui ont leur compte en banque et leur bureau à Dubaï pour des raisons fiscales, que ce soit des Saoudiens, des Iraniens, des Jordaniens, même parfois des gens d'Asie. Donc, c'est très central. Néanmoins, c'était moi ce que je voulais rajouter par rapport au choix du partenaire local. Effectivement, c'est primordial d'avoir un partenaire local. Mais c'est quand même rare, en tout cas nous, dans notre métier, que votre partenaire Dubaïot puisse couvrir la totalité du marché des pays du Golfe. Ils vont tous vous dire qu'ils peuvent le faire. Et effectivement, ils ont une facilité de se déplacer, de se projeter dans les pays du Golfe. Mais au final, il faut quand même que vous ayez un réseau logistique, des entrepôts, si vous êtes dans les biens de consommation, des points de distribution. Et nous, au final, on a un, voire plusieurs partenaires dans chacun des pays du Golfe, que ce soit le Koweït, le Qatar, Dubaï, Oman. On a même des partenaires à Dubaï et à Abu Dhabi. Parce que simplement, un seul partenaire, si vous êtes dans les biens de consommation, ne peut absolument pas couvrir toute la zone.
Quand vous êtes dans de l'industriel, c'est peut-être un peu différent. Ce que vous avez besoin, au final, c'est d'un représentant commercial et d'une main-d'œuvre technique qui peuvent tout à fait bien être basés à Dubaï et se projeter régulièrement dans les autres pays. Mais dans les biens de consommation, je privilégierais quand même l'approche au minimum par pays, voire même parfois par région. C'est que par exemple, à Oman, entre Mascate, qui est la capitale, et Salalah, c'est quasiment deux types de populations différents qui souvent ne peuvent pas s'encadrer. Donc, des fois, d'avoir un distributeur à Dubaï, un à Sharjah, un à Abu Dhabi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais dire là-dessus. Pour le choix du partenaire local, effectivement, quand on travaille à l'export, de toute façon, c'est un impératif et c'est un exercice de style auquel il faut se confronter dans chacun des pays. Donc, effectivement, il faut faire attention au choix du partenaire et il faut savoir bien le sélectionner et éviter de donner l'exclusivité trop tôt. Et c'est vrai que dans la typologie de la négociation du Moyen-Orient, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Pierre. Je ne suis pas du tout d'origine méditerranéenne, mais j'ai passé assez de temps à supporter les conducteurs marseillais pour m'y être fait. Et au final, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile de faire des affaires à Dubaï que, par exemple, en Europe, où il y a quand même une plus grande ouverture et une plus grande recherche d'opportunités. Les gens vraiment sont à Dubaï pour faire de l'argent, donc pour eux ou pour la société pour laquelle ils travaillent. Donc, c'est vrai qu'ils sont quand même plus ouverts sur les opportunités. Après, le type de négociation, c'est vraiment un type de négociation méditerranéen auquel il faut se préparer parce qu'il y a un mélange de culture arabe dans la négociation qui peut parfois être une culture assez dure et assez frontale de la négociation, qui n'est pas forcément plus difficile qu'une autre, hein, mais auquel il faut être prêt à se confronter. Des négociations assez dures qui peuvent durer assez longtemps, sur lesquelles vos partenaires peuvent revenir sur des accords déjà faits. Et en même temps, vous le disiez bien dans la présentation, c'est qu'il y a beaucoup d'Indiens et beaucoup de Pakistanais qui peuvent être vos interlocuteurs dans les échanges. Souvent, c'est même des sociétés qui sont détenues par des Émiratis, c'est notre cas à Dubaï. Le patron est un Émirati, très bien implanté, et quasiment tout son staff sont des Indiens. Donc, la culture indienne de négociation est quand même une culture un petit peu plus réservée, et donc il faut vraiment s'habituer à cet équilibre entre le dur et le doux, on va dire. Et parfois, c'est plus difficile de négocier avec des gens qui sont doux parce qu'ils ne vont pas vous donner toutes les informations. Donc, l'un ne vaut pas mieux que l'autre, mais effectivement, il faut quand même être prêt à cette maîtrise culturelle, à cette adaptation culturelle, puisqu'il n'y a pas que des Occidentaux à Dubaï, il n'y a pas que des Arabes non plus, enfin des gens de tradition arabe, on va dire. Et donc, il faut quand même être prêt à faire la balance et à passer de l'un à l'autre. Globalement, c'est quand même une zone qui demande un vrai savoir-faire commercial, dans le sens vraiment traditionnel du terme, où il faut être capable d'aller battre le pavé, d'aller ouvrir des portes et de ne pas se contenter d'aller voir les plus grandes enseignes. Vous pouvez être amené, si vous voulez faire distribuer vos produits, à vouloir aller dans des grandes anciennes bien implantées qui ont pignon sur rue, mais au final, ce n'est pas forcément celles qui vont vous donner le plus de satisfaction. Il faut aussi être capable d'aller chercher le partenaire peut-être moins évident, le petit bureau perdu bien loin de la grande avenue de Sheikh Zayed Road, le petit partenaire dans son petit établissement qui ne paye pas de mine, mais qui a les connexions qu'il faut, le savoir-faire sur la zone, pour vraiment vous créer un levier de chiffre d'affaires. Pour vous donner un exemple, nous, on travaille à Dubaï avec une société qui s'appelle Dubai Library, qui est une sorte de Fnac locale. Et en parallèle de ça, à Abu Dhabi, on travaille avec un point de vente. Un point de vente traditionnel, c'est le même client qu'on a depuis 50 ans. C'est un petit point de vente extrêmement petit par rapport à une chaîne de distribution. Et au final, on fait quasiment le même chiffre d'affaires dans l'un que dans l'autre. Dans l'un, il y a 24 magasins, dans l'autre, il y a un seul point de vente. Et on fait quasiment le même chiffre d'affaires puisque il est bien implanté, il est bien installé, il connaît le marché, il connaît tous les clients possibles et imaginables et il a retourné toutes les pierres possibles de la région. Et donc, au final, c'est pas forcément... c'est un peu comme... il ne faut pas se faire avoir par les lumières de la ville et par tout ce qui est clinquant, tout ce qui se voit. Ce n'est pas forcément la sortie vers le haut pour une entreprise qui veut s'implanter à Dubaï. Donc, il y a vraiment ce savoir-faire commercial où il faut savoir vraiment rechercher toutes les opportunités possibles et pas que celles qui sont les plus évidentes.
Et peut-être la dernière chose sur laquelle je voulais terminer, parce que vous l'avez abordé, mais brièvement, c'est l'importance quand même du digital à Dubaï, puisque nous, traditionnellement, pendant des dizaines d'années, on a été sur une distribution quand même très, très traditionnelle. On a un métier de beaux-arts, de loisirs créatifs qui, même si justement dans le nom, on est créatif, nos réseaux de distribution en France et surtout à l'étranger sont quand même relativement traditionnels. C'est le modèle de l'importateur avec ses commerciaux qui vont battre le pavé et vendre dans des magasins traditionnels. Et ça a toujours été le cas à Dubaï. Mais aujourd'hui, on voit quand même une émergence en parallèle de tous les acteurs vraiment établis de la distribution, que les grandes chaînes de magasins ou les magasins indépendants, d'acteurs qui sont 100% digitaux, qui ne vendent que en ligne et qui avaient commencé à se lancer ces peut-être 3 dernières années, mais vraiment avec le Covid qui ont pris un essor extrêmement rapide. C'est souvent plutôt des jeunes qui lancent ce type de business, mais qui aujourd'hui répondent à une véritable demande que la crise sanitaire a intensifiée, on va dire, et qui peuvent être un gros levier de business. C'est-à-dire qu'entre une chaîne d'une dizaine de magasins ou un acteur du digital, il n'y en a pas qui a uniquement un site internet. Il n'y en a pas un à privilégier plus qu'un autre, voire même, c'est peut-être même intéressant dans vos accords de distribution à séparer une partie distribution physique, mais d'avoir en parallèle, sur la même ville, par exemple à Dubaï, un partenaire pour la distribution physique et un partenaire pour la distribution digitale. Parce que aujourd'hui, ça touche vraiment 2 marchés différents qui se cannibalisent pas nécessairement. Donc, pour une entreprise qui veut s'y installer, le digital, aujourd'hui, ça peut être une porte d'entrée déjà à moindre coût et qui, je pense, dans les années à venir, va apporter beaucoup de business pour toutes les entreprises qui veulent s'y développer à Dubaï ou dans les autres pays de la zone. Merci Julien pour ce témoignage. Alors, on ne va pas tarder à conclure. Anne, Christelle, un dernier mot ou Nathalie? Moi, je vais peut-être me permettre d'intervenir. Alors, très important, ce dernier témoignage, Julien, sur le digital. Forcément, c'est pas un point qu'on a évoqué. Bien qu'à l'APEX, on parle beaucoup de l'e-commerce. Et forcément, aujourd'hui, l'achat avec un smartphone, c'est la solution de facilité, surtout sur des biens de consommation, comme les produits de BPO, mais aussi de la savonnerie du Midi. Donc, c'est peut-être aussi un sujet très spécifique qu'on pourrait aborder dans un autre événement. Moi, j'avais une question pour Pierre. Tout à l'heure, on a parlé de certification halal pour beaucoup de produits. Nous, on travaille dans la chimie et on nous a demandé de faire une certification halal pour un produit, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur le produit fini, on est dans la chaîne de production, donc ça nous a beaucoup étonnés. Pierre, est-ce que tous tes produits ont une certification halal, puisque tu as quand même une pléthore d'offres? Alors, aucun. Alors, souvent sur Beauty World, on est sollicité par les organismes de certification, mais même en Arabie Saoudite, la certification halal sur nos types de produits n'est pas, pour le moment en tout cas, il n'y a aucun acheteur qui nous a conditionné l'achat de nos produits à la certification halal. On avait les mêmes craintes sur la Malaisie où à un moment on s'était dit va falloir qu'on passe à la certification, mais non, ça reste optionnel. Il reste vigilant sur la liste des ingrédients présents dans les produits. Après, ça vous a jamais été demandé? Non. À date, on nous demande des fois si nos produits sont certifiés, mais ça n'a jamais été une barrière, en tout cas, ou une exigence. Une autre question, tu disais tout à l'heure, ça nous a pris quand même un peu de temps pour pénétrer le marché. Alors, le timing dans nos industries, nos métiers, c'est toujours quelque chose ça peut être 3 mois, 6 mois, mais ça peut être 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans. Ton timing à toi, du début à la fin, ça a été combien de temps? C'est assez compliqué parce qu'on va dire qu'on a perdu 1 an et demi avec peut-être le mauvais partenaire et on ne s'était pas compris sur le positionnement et sur la façon de travailler. Et une fois qu'on a eu le bon partenaire, ça allait très vite. Bon, après, le temps qu'on ouvre les négociations avec les enseignes, des choses comme ça prend un peu plus de temps. Mais à partir du moment où il y a le bon partenaire, ça va vite. En
en 6 mois, tu es déjà dans les enseignes, tu es déjà sur le marché. Et est-ce que vous y êtes allé en direct avec votre directeur des ventes commerciales ou est-ce que vous êtes passé par une société de conseil, par exemple, comme OCO? Alors, nous, c'est principalement via le salon Beauty World Dubaï. D'accord. C'est notre vitrine et notre point d'entrée sur le marché. Et c'est là où on a rencontré différents partenaires. On a fait un premier choix qui ne s'est pas avéré payant. Et ensuite, la deuxième tentative a été la bonne. Mais on va dire que c'est du semi-direct, quoi. C'est en direct avec le partenaire, mais sans accompagnement. D'accord. Julien, est-ce que toi, tu as fait des salons, par exemple, à Dubaï ou dans d'autres régions? Alors, nous, pour les salons, on a 3 salons qui sont importants nous, dans notre business. Il y a un salon à Francfort, un au Texas, à Austin, et l'autre en Chine, qui s'appelle la Foire de Canton. Donc, et en fait, le plus important étant celui en Allemagne, qui tient peut-être 3 ou 4 mois après son équivalent au Moyen-Orient, qui s'appelle Paper World. On devait, pour la première fois, faire le Paper World de Dubaï en 2000, l'année dernière. Donc, quand le Covid s'est déclaré, en fait, ça devait se tenir fin mars. Et nous, on a été confinés le 15. Donc j'ai pas vraiment de retour d'expérience sur les salons en tant que tels à Dubaï. Quand on est ça peut être, je pense, que ça peut être un point d'entrée qui est intéressant quand on est complètement novice dans la zone, parce que ça permet de rencontrer beaucoup de gens très rapidement. Mais il y a quand même beaucoup de gens mais quand on est déjà établi dans la zone et qu'on a déjà des contacts, comme c'est nous le cas, c'est souvent les mêmes personnes, en fait. C'est souvent les mêmes personnes qu'on va recroiser d'une année sur l'autre, des gens qu'on connaît déjà et qu'on visite quand on fait des déplacements à Dubaï. Donc je dirais que ça peut être intéressant, le salon professionnel, quand on est complètement novice dans la zone et qu'on a besoin d'amasser beaucoup de contacts sans faire beaucoup d'efforts, puisqu'il suffit d'avoir un stand. Il n'y a pas besoin d'aller battre le pavé, d'aller décrocher des rendez-vous. Mais voilà, quand on est déjà établi, je pense que c'est plus intéressant d'aller faire des rendez-vous directs que de passer par des salons. D'accord, je me permets de te poser la même question. Toi, est-ce que les produits de chez PBO sont certifiés halal? Alors, non. Alors, je pose la question parce que souvent, les gens, quand ils ne connaissent pas un pays, et donc là, on est vraiment dans les premiers pas, on a l'impression que c'est compliqué, qu'il faut passer des certifications particulières, etc., au-delà du réglementaire. Là, c'est vraiment un pays où il y a certaines certifications qui sont demandées. Donc, c'était vraiment quels ont été les premiers pas. Alors, vous venez déjà de l'Afrique du Nord, comme tu l'as dit, mais est-ce que tu as eu besoin ou est-ce que vous avez eu besoin de faire des certifications particulières pour pouvoir vendre en Émirats arabes unis? Non, alors déjà, nous, on n'est pas dans des produits alimentaires ni des produits de cosmétiques. Donc, la réglementation est beaucoup plus souple. Même si, quand même, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant à préciser, c'est que depuis l'explosion du port de Beyrouth, dans tout le Moyen-Orient, il y a quand même j'ai perdu le mot. Que les processus d'importation des produits dangereux, donc tout ce qui est inflammable, est devenu beaucoup plus complexe un peu à Dubaï, beaucoup dans les autres pays, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar, où dès que vos produits sont inflammables, ils vont vous demander des certifications, des rapports de tests, etc. C'est assez nébuleux parce que même ça a été des procédures qui ont été mises en place vraiment au dernier moment, quand il y a eu l'explosion du port. Quasiment exactement dans l'urgence, ou parfois même que ce soit les partenaires locaux ou les gens des douanes, les officiers des douanes dans les pays, n'étaient même pas du tout au courant de ce qui était vraiment la nouvelle procédure. Donc c'est un peu nébuleux, mais quand vous exportez des produits inflammables, il vaut mieux quand même se renseigner un petit peu avant. Mais c'est peut-être pour nous qui ne faisons pas de produits alimentaires ni de produits cosmétiques, la seule vraie difficulté, parce que ce qui est aussi distinct quand même Dubaï, c'est que c'est très facile d'exporter là-bas. Il n'y a pas de certificat particulier à faire avec une facture. Éventuellement, la facture soit visée par la chambre de commerce locale, la chambre de commerce française, nous en l'occurrence, c'est à Marseille. À part ça, il n'y a pas de procédure particulière d'étiquetage ou de certification halal ou quoi que ce soit. De toute façon, ce n'est pas alimentaire ni même destiné à avoir un contact sur la peau. Donc non, pour nous, dans notre cœur de métier, c'est très facile
d'exporter de manière documentaire les produits à Dubaï. D'accord, je te remercie beaucoup. Christelle, Anne, un dernier mot ou un commentaire sur tout ce qui s'est dit? Moi, je voulais juste renforcer là 2 points que Pierre et Julien ont soulevés. C'est vachement important. On l'a dit et on le redit, la validation du partenaire en amont, c'est assez fondamental en fait. Vous faites aider par qui vous voulez, mais faites-vous accompagner pour valider ça, parce que ça peut être vraiment une perte de temps, d'argent. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, il y a autre chose aussi dans la relation avec l'importateur, mais ça, c'est vrai sur la majorité des marchés à l'export aujourd'hui. Votre importateur, votre partenaire sur un marché, aujourd'hui, ce n'est plus lui qui construit la marque. Il est là pour vous aider à distribuer, à mettre le produit sur un marché, à le mettre dans ses réseaux de distribution. Mais après, la construction de votre marque, le fait de travailler main dans la main avec l'importateur, de faire en sorte que le business soit, je dirais, en croissance régulière, etc., ça va dépendre de votre implication sur le marché, de l'investissement que vous allez en faire. C'est-à-dire que l'époque, il y a 20 ans, où on se dit « super, j'ai trouvé un importateur, c'est lui qui va tout faire, et puis éventuellement, j'irai le voir une fois par an ou une fois tous les 2 ans », ça ne peut pas marcher en fait. Mais ce n'est pas que sur Dubaï, la majorité des marchés, c'est ça. Mais voilà, il faut bien, je pense, le garder en tête. Vous devez construire votre marque et construire votre présence sur les marchés étrangers. C'est assez fondamental ça, pour d'abord maîtriser votre distribution et pas risquer de tout perdre du jour au lendemain quand votre distributeur décide de passer à une autre marque ou se trouve défaillant. Ça, c'est important. Je te remercie beaucoup pour ton commentaire. Christelle, un dernier point peut-être? Non, pour moi, c'est tout bon. On est à votre disposition pour vraiment répondre à vos questions. Peut-être qu'ils seront plus personnels en tout cas, par rapport à vos produits. Donc, n'hésitez pas. Juste une dernière chose, comme c'est la première fois qu'on se présente et qu'on est parmi vous, avec Christelle, on est super content d'avoir rejoint l'APEX. On a fait un focus aujourd'hui, Christelle et moi, sur ce marché-là. Mais en fait, on est toutes les deux dans des sociétés d'accompagnement qui couvrent plusieurs pays et plusieurs marchés dans le monde, que ce soit sur le continent américain. J'allais venir. Voilà, en Asie, en Europe, etc. Donc, on apprendra à se connaître au fur et à mesure, mais voilà. J'allais venir et en fait, j'étais très stressée par le timing. La dernière fois pour la Corée, on a mis 2 heures de meeting, donc voilà. Je voulais vraiment être short. Donc, c'est pour ça que finalement, ce matin, j'ai pratiquement éludé tous les sujets. Alors, au-delà de l'OSCI, vos entreprises de chacune, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes vraiment des conseillers, des accompagnateurs de l'international dans des domaines qui sont complètement différents et variés. Donc, je connais la spécialité dans le food, le vin et tes success stories en Asie sur les produits du vin. Et donc, je pense qu'on fera un événement sur vos entreprises, vos possibilités, vos compétences et tout ce que vous pouvez apporter à nos entreprises. Aujourd'hui, alors, on ne va pas trop parler de la situation pandémique, des problèmes de voyage, des vaccinations, ce n'est pas le sujet. Mais forcément, on a une réflexion plus flexible et différente après cette période-là pour aller conquérir, pour aller sur un marché à l'international et donc forcément d'être accompagné, de gagner du temps. Aujourd'hui, le but, c'est de gagner du temps, gagner de l'argent quand on va aller se faire un nouveau pays, que ce soit un pays de proximité et je fais un petit peu le lien. Prochain rendez-vous, Anna, quel jour? Je crois le 15 juin sur l'Italie. Voilà, le 15 juin sur l'Italie à 8h30. Des pays de proximité où parfois c'est facile de faire le premier pas sur un pays qui n'est pas très loin et qui est en Europe, mais toujours d'être accompagné, ça ne sert à rien aujourd'hui de perdre du temps. Perdre du temps, c'est perdre de l'argent, perdre de l'énergie. On n'a pas de temps à perdre, ni nos responsables des ventes, ni nous, chefs d'entreprise, à travailler. Il y a des entreprises qui sont faites pour ça et qui vont vous rentabiliser votre chiffre, votre investissement et faire croître votre chiffre d'affaires assez bien parce qu'ils sont installés là-bas, comme vous, Christelle et Anne. Donc, n'hésitez pas. Et c'est de la raison pour laquelle nous, on voulait vraiment avoir des équipes de l'OSCI, des entreprises de l'OSCI à l'APEX. Aujourd'hui, il faut utiliser ces leviers de croissance à l'international. C'est primordial. Donc, je me permettais de le faire juste à la fin plutôt que de le faire au début. Je vous remercie à tous de votre présence. On se retrouve donc le 15 juin pour une présentation sur l'Italie. Anne?
Non, une dernière chose, que je voulais remercier vraiment l'APEX d'être partenaire de l'Université d'été de l'internationalisation des entreprises, qui aura lieu le 6 et 7 juillet, et ça va être quelque chose d'assez important. Vous avez dû recevoir par l'APEX des messages là-dessus. Je vous remets dans le fil de conversation le site internet si vous voulez en savoir plus et avoir le programme. Mais en termes d'apprentissage et d'écoute et de savoir les perspectives, il va y avoir beaucoup d'intervenants intéressants. Donc, n'hésitez pas. Puis, c'est le moyen aussi de se retrouver à la Villa Gaby et de faire une soirée. Alors, nous n'aurons pas de tarifs privilégiés. Ne nous demandez pas. J'ai essayé de gratter Anne. Je n'ai pas réussi. En fait, j'adorerais. Voilà. Mais nous aurons un accueil VIP. Exactement, je serai là pour vous accueillir. Nous aurons un accueil VIP particulier pour les entreprises de l'APEC. Je fais juste un petit clin d'œil parce que Anne, vraiment, je pense qu'on nous l'a demandé déjà 4-5 fois, donc arrêtez, c'est pas possible. J'ai essayé, ça marche pas. Donc, nous aurons un accueil VIP spécial. Avec une bouteille de champagne, tout ce qu'il faut. Et surtout dans un endroit et un cadre qui est juste fantastique pour permettre la mise en relation et le business aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on veut, c'est que nos sociétés puissent grandir, faire des beaux chiffres d'affaires, avoir une économie sereine et d'aller dans l'international. Aujourd'hui, sur des marchés où on n'a pas l'habitude d'y aller, dont on sait qu'ils sont extrêmement porteurs. Alors, tout le monde a envie d'aller à Dubaï aujourd'hui, mais il n'y a pas que Dubaï. Et je suis sûre que Christelle et Anne sauront vous aider pour faire vos premiers pas. En tout cas, vous rencontrer, discuter, l'information. Il y a un truc qui est important, c'est que l'information, le rendez-vous, c'est toujours gratuit. C'est une mise en contact, une mise en relation. Essayez, vous ne serez jamais déçus. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous rends à votre journée. Je vous souhaite une très, très bonne journée. J'adore le jeudi parce que c'est la veille du vendredi et bientôt la veille du week-end. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde.